Monsieur le Premier ministre, bonjour. Bonjour, M. Roy. Je souligne que vous êtes dans votre résidence parce que par prudence, comme vous avez côtoyé quelqu'un qui a eu la COVID, vous prenez encore quelques jours, n'est-ce pas? Oui, effectivement. J'ai rencontré M. O'Toole lundi dernier. Donc, jusqu'à lundi prochain, ça va faire 2 semaines. C'est en mode préventif. Mais pour l'instant, bon, j'ai eu un test négatif, puis 2, j'ai aucun symptôme. Donc, pour l'instant, tout va bien. Bon, c'est une bonne nouvelle. Hier, vous avez sûrement, comme les Canadiens, écouté le premier ministre Trudeau qui avait demandé de faire une allocation devant les Canadiens en heure de grande écoute. Et le message, essentiellement, c'était de dire la deuxième vague pourrait être pire. Êtes-vous d'accord avec cette analyse-là? Est-ce que vous êtes au même point que lui là-dessus? Bien, écoutez, d'abord, pour l'instant, ça ne s'annonce pas pour être pire, là, quand on regarde les hospitalisations, puis les décès, puis la préparation qu'on a, entre autres, dans nos CHSLD. Moi, je pense pas que ça s'annonce pour être pire, mais on ne sait pas ce qui va se passer dans 1 mois, dans 2 mois, donc mieux vaut prévenir. Et justement, vous voulez prévenir, puis on en parlera un peu plus tard là, de la clarté du message du gouvernement, mais vous voulez prévenir, mais est-ce que les Québécois sont encore à l'écoute ou, d'après vous, il y a une lassitude vraiment qui s'est installée, puis c'est votre plus grand obstacle? Oui, effectivement, là, on voit qu'après 6 mois et demi, les Québécois, en tout cas, il y a certains Québécois qui sont tannés. Bon, il reste encore quelques sceptiques aussi qui croient que c'est pas vrai le virus. C'est pour ça qu'on a mis de la publicité avec des cas réels. Mais effectivement, le défi, c'est de dire aux gens, bon, d'abord, le problème, c'est dans les maisons. Selon la santé publique, c'est pas dans les bars, c'est pas dans les restaurants, c'est pas dans les rassemblements extérieurs, c'est vraiment dans les maisons que se fait le maximum de la transmission. Donc, le message, au-delà des couleurs puis des chiffres, c'est de dire aux gens, bien, dans les maisons, autant que possible, recevez pas d'invités. Si vous en recevez, bien, recevez-en peu, pour pas longtemps, idéalement pas plus que 10 minutes, puis idéalement avec un masque et puis 2 mètres de distance, parce que c'est là que ça se passe, c'est dans les maisons. Bon. Bien, alors, parlons-en tout de suite, là, puis on va régler ça. Le message a été confus là-dessus. Là. C'était 6, après ça, c'était 4 plus 4, 8, puis fois 2 divisé par 4. J'imagine que vous regardiez ça, vous disiez, bon, là, on est en train de mêler le monde plus qu'autre chose, là. Bon, c'est parce qu'il y a 2 concepts, là. Il y a le concept de la bulle d'une famille. Donc, s'il y a 2 familles, ça peut être plus que 6. Mais idéalement, même quand il y a 2 familles, idéalement, là, c'est maximum 6, même si c'est seulement 2 familles. Puis idéalement, c'est qu'il n'y ait pas d'invités qui viennent des autres familles. Bon, je comprends, là, on a mis un message là, qui dépend des zones. Donc, il y a des zones, c'est 10, des zones, c'est 6. C'est effectivement peut-être compliqué, mais le message, pourtant, il est très simple. Puis la recette, là, il n'y a pas un grand miracle qui va se produire. Il faut qu'il y ait moins de contacts. Puis actuellement, le problème, c'est dans les maisons. Donc, idéalement, restez avec votre famille, pas de membres d'autres familles ou d'amis là, qui viennent vous visiter. Quand l'idée des codes de couleur, ça pouvait être attrayant, effectivement, c'est une idée théorique intéressante, mais là, quand on arrive au orange, on dit « ouais, mais là, on ne sera pas aussi sévère qu'on l'avait dit, on ne fermera pas les salles à manger, par exemple. » On ajuste tellement qu'on ne sait plus, finalement, là. Bien, en même temps, il faut tenir compte de la réalité. On pourrait bien, demain matin, fermer tous les bars, tous les restaurants, sauf que c'est pas là qu'est le problème. Le problème, c'est dans les maisons. Donc, il faut s'ajuster. Il faut effectivement avoir une certaine flexibilité. Donc, au-delà du nombre d'éclosions qu'il y a dans chaque région, il y a aussi la cause de ces éclosions. Puis la cause, bien, c'est dans les maisons. Fait que faut pas non plus s'attacher à dire, bon, il faudrait réduire encore plus le nombre dans les bars, dans les restaurants. C'est pas là, pour l'instant, qu'il y a le problème. Mais donc, si on veut fermer cette parenthèse-là, pour la clarification du message, avez-vous envoyé un mot d'ordre en disant, essayez de moins penser tout haut, comme l'affaire de la police puis des résidences privées. Là. M. Arruda qui dit c'est imminent. 2 heures après, on dit non, non, non. Le lendemain, est-ce que vous avez comme sifflé la fin de la récréation en disant
On peut-tu être clair puis pas penser tout haut? Bon, d'abord, j'ai une rencontre à chaque jour, là, même si je suis isolé. Ça n'a pas changé grand-chose dans ma vie. Là. Au lieu de les rencontrer en personne, je les rencontre par vidéoconférence. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est effectivement là, d'être plus clair dans le message, mais il faut comprendre que c'est pas toujours simple. Entre autres, la partie légale, de dire, bon, c'est beau de dire que les personnes ne peuvent pas être plus que 6 dans les maisons. Comment on fait pour donner des contraventions? On sait qu'un policier ne peut pas forcer une personne à ouvrir la porte, mais il peut donner quand même des infractions. Ça y prend un mandat. Donc, c'est pas simple, là. Puis on a des gens comme le docteur Arruda, là, qui sont pas des juristes, puis qui peut-être doivent ajuster les messages. Puis il y a aussi les libertés civiles. Il y a cet équilibre-là à maintenir. Effectivement. Écoutez, là, on a un gros problème dans les maisons, mais on n'est pas pour commencer à avoir la police qui rentre librement dans toutes les maisons. Donc, c'est un équilibre qui est fragile. C'est pour ça que j'ai besoin de la collaboration des Québécois. Puis c'est sérieux, parce que ma plus grande crainte, c'est qu'on voit les hospitalisations augmenter. Là, on était à 100 à peu près hospitalisations il y a un mois. On est rendu à plus de 180. Donc, ça augmente lentement, mais sûrement. Puis là, ça va nous amener, ça n'arrête pas d'augmenter, à retarder des chirurgies qui peuvent être importantes, qui sont attendues par des patients. Donc, moi, je dis aux Québécois, là, incluant les jeunes, faites attention, puis pendant quelques semaines, limitez vos contacts, surtout dans les maisons. Parce que vous touchez quelque chose de fort important. Cette semaine, mon collègue David Gentile citait un rapport de votre gouvernement, d'une sous-ministre à la Santé, qui disait on estime qu'il y a 5 000 Québécois qui n'ont pas été diagnostiqués de cancer, qui auraient dû l'être. On fait moins de diagnostics, donc c'est dangereux. Et une deuxième vague, et là, je cite les mots de la sous-ministre, serait dramatique pour le traitement du cancer. Il ne faut pas perdre de vue ça. Avez-vous un plan pour rattraper le retard? Bon, d'abord, là, pardon, il faut être prudent avec ce qui s'est passé depuis 6 mois pour les personnes qui ont le cancer. D'abord, il n'y a aucune chirurgie urgente ou aucun traitement urgent ou aucun test urgent qui était retardé. Par contre, il y a des Québécois au printemps dernier qui avaient peur d'aller à l'hôpital. Donc, il y a des Québécois qui ne sont pas allés demander pour un test ou aller subir des tests. Puis moi, je vais être bien clair, là, on est capable de faire tous les tests puis toutes les interventions pour les personnes qui pensent qu'ils ont le cancer ou qui ont le cancer. Donc, il ne faut pas que les gens aient peur d'aller à l'hôpital. Okay. Mais en même temps, le message, c'est qu'actuellement, on est capable de le faire. Mais là, si on augmente excusez-moi, Monsieur le Premier continuellement ministre, le nombre d'hospitalisations... Oui. Vous dites qu'on est capable de le faire. Votre sous-ministre dit une deuxième vague aura un effet dramatique, non pas sur les patients atteints de cancer en traitement. Vous avez raison, les gens sont traités, s'ils continuent à être traités de façon prioritaire, mais plutôt sur les patients non diagnostiqués, puisqu'elle entraînerait à nouveau une perturbation. Il y a aussi une question de ressources, là. Oui, mais je vais être clair, ni pendant la vague du printemps, ni actuellement, on refuse des tests à des gens qui pensent qu'ils ont le cancer. Donc, ce sont plutôt les personnes au printemps qui avaient peur d'aller à l'hôpital. Mais tous ces tests-là sont disponibles. Par contre, ce qu'on dit, c'est que faisons attention. Si le nombre d'hospitalisations continue d'augmenter, ça pourrait mettre en péril ces services-là. Mais actuellement, tous les services de diagnostic sont offerts. La grosse crainte que vous devez avoir, qu'on a tous, voyant ce qui est arrivé, le drame dans les milieux de vie pour personnes âgées, c'est que ça entre à nouveau. Encore une fois, cette semaine, quand on dit depuis le début, des fois, entre les intentions puis la réalité, il y a ces deux mondes. Il y a un président qui a des maisons pour personnes âgées qui dit c'est impossible qu'il n'y ait pas de mobilité. Moi, je fais appel à 30 encore de personnel qui viennent des agences. Là, on parle de CHSLD privés non conventionnés et non pas publics. Il dit encore un roulement de personnel. Qu'est-ce que vous allez faire pour empêcher ça? Bon. D'abord, soyons clairs. On a embauché puis formé
plus de 7000 préposés. Donc, de ce côté-là, c'est pas mal sous contrôle. Par contre, il faut se dire la vérité, il y a beaucoup de postes d'infirmières puis d'infirmières auxiliaires qui ne sont pas comblés. Donc, ça peut arriver à l'occasion que des CHSLD soient obligés de faire circuler certaines infirmières entre les CHSLD plutôt que de ne pas avoir personne pour servir les clients. Donc, on n'est pas dans une situation qui est idéale, mais là, ce qu'on a demandé au PDG des CIS, c'est à chaque fois que ça arrive, pouvez-vous nous aviser? Il faut vraiment que ça soit exceptionnel, puis seulement parce qu'il nous manque d'infirmières. Bien, je reviens. Le groupe Arbec, là, ils ont 15 maisons. Oui. Lui, il dit, on a des employés qui travaillent dans plusieurs établissements pour arrondir leur fin de mois. Souvent, ils vont même travailler en hôtellerie ou en restauration. Donc, lui, la porte tournante, ça existe encore dans son monde à lui, là. Bien, la directive qu'on a envoyée, parce que là, il y a des vacances du personnel jusqu'au 30 septembre, c'est qu'à partir du 30 septembre, ça n'arrive plus. Donc, il faut effectivement qu'il y ait un ajustement. On va essayer de les aider à leur fournir du personnel. C'est pas évident parce que, comme je vous disais, oui, on a réglé pas mal le problème des préposés aux bénéficiaires, mais on a encore un manque d'infirmières puis d'infirmières auxiliaires. Mais l'objectif, c'est que ça soit strictement défendu puis que ça soit seulement exceptionnel quand on n'est pas capable de trouver d'employés. Avez-vous pu lire, je ne sais pas, vous avez eu l'occasion hier de lire les deux rapports sur Heron et sur Seine-Dorothée, sur la situation dramatique qui a eu lieu là. On parle de roulement de personnel, on parle qu'il n'y avait pas de patron, puis quand il y avait des patrons, ils n'étaient pas imputables, puis il n'y a personne d'imputable. Quand un premier ministre canadien dit à la population, ce serait bien qu'il y ait des normes nationales plus sévères pour les milieux de vie des personnes âgées, on ne peut pas être contre des normes plus sévères, M. Legault? Bien, écoutez, d'abord, moi, j'étais très choqué et déçu du message de M. Trudeau hier soir parce que, ramenons les choses en perspective, là. Quand on a pris le pouvoir, il y a 1 an et demi, il nous manquait 10 000 personnes dans les CHSLD. Durant la pandémie, il y a un autre 10 000 employés qui sont absentés. Donc, il nous manquait plus de 20 000 employés. On a fait appel aux Québécois, puis il y a 21 000 Québécois qui sont venus travailler avec Je contribue. Puis là, on a formé 7 000 employés. Là, M. Trudeau nous dit, pendant quelques mois, on a envoyé 1 000 soldats, puis actuellement, il y a 450 personnes de la Croix-Rouge. Écoutez, il faut remettre ça en perspective, là. Il nous manquait 20 000 employés. M. Trudeau nous en a envoyé 1 000. Puis là, M. Trudeau veut se mêler des soins de longue durée. La vérité, là, c'est qu'on doit embaucher plus de personnes. Et pour embaucher des personnes, ça prend du financement récurrent. M. Trudeau nous a donné de l'argent cette année, mais comment on paye ces 7 000 ou ces 10 000 personnes-là de plus l'année prochaine? Rappelons que le gouvernement fédéral finançait 50 des dépenses de santé. Puis actuellement, c'est rendu seulement 22 %. Donc, plutôt que de parler de normes, puis de s'impliquer, puis de dire que lui connaît ça, les CHSLD, bien, qu'il fasse sa part. Les gens envoient près de la moitié de leurs impôts à Ottawa. Ça serait normal qu'Ottawa contribue plus que 22 %. On leur demande de façon très raisonnable, toutes les provinces, de contribuer à 35 % des dépenses de santé. Ce qui serait moi, 60... là, je veux bien... Ce qui serait 70 milliards de dollars, effectivement, qui viendraient. Mais ça, les gens qui vous écoutent doivent dire, oui, on vous appuie. J'imagine les gens applaudissent même en disant, oui, il faut qu'il y ait des fonds qui arrivent du fédéral pour mieux s'occuper des vieux. Mais ma question, c'est de dire, sur les chicanes de compétences, je veux bien, puis c'est correct, puis il y a une grande tradition au Québec. Nos choses, c'est nos choses. Mais les gens, les Québécois, M. Legault, s'attendent aussi, non, à ce qu'il y ait des normes plus sévères dans ces résidences-là. C'est ça mon point. On ne peut pas être contre des normes plus sévères pour les vieux, là. Oui, mais on est capable de le faire au Québec, là. Puis déjà, avec les corrections qu'on a ajoutées, là, qu'on a fait,
c'est-à-dire d'ajouter 7 000 personnes. Bientôt, il va en avoir un autre 3 000. Donc, 10 000 personnes de plus dans les CHSLD. On est en train de se donner des normes. Mais en même temps, c'est beau de parler de normes, mais il faut embaucher du personnel. Pour avoir du personnel, ça prend des fonds récurrents. OK. Puis vous le savez, à cause des impacts du vieillissement et des nouvelles technologies, les coûts de la santé augmentent de 6 par année. Puis les revenus augmentent de 3 Donc, on a besoin d'une plus grande contribution du fédéral. Je pense pas qu'on a besoin de M. Trudeau pour nous dire ce qu'il y a à faire dans les CHSLD. Si vous invite à... Parce que j'imagine qu'il va y avoir une négociation là, qui va s'accélérer. Vous allez aller à la table puis négocier quand même, là, même si lui continue à répéter qu'il veut des normes nationales plus sévères. Bien, écoutez, la semaine dernière, on a fait un point de presse. Puis on avait une position unanime, les 13 premiers ministres des provinces et des territoires. On demande d'augmenter les transferts de 28 milliards, donc les faire passer de 22 des dépenses totales à 35 des dépenses totales, puis que ça se fasse sans condition. Donc, OK. tous les premiers ministres demandent ça à M. Trudeau. Puis, depuis cette semaine, c'est moi qui est le président du Conseil de la Fédération. Donc, on demande une rencontre à M. Trudeau, on demande une date pour aller régler ce problème-là, qui est le problème le plus urgent, qui est empiré avec la pandémie actuellement. On a déjà vu, je vais vous laisser aller, M. Legault, après, on a déjà vu des fronts communs s'effriter quand il y a des provinces qui voient le chèque et disent, bien, dans le fond, on va accepter. Ça s'est vu à plusieurs reprises. Il n'y a pas tant d'années non plus. Est-ce que vous croyez que votre front commun, il est solide? Bien, écoutez, j'ai une rencontre cet après-midi de 2 heures avec les premiers ministres des autres provinces. C'est la demande qu'on a faite, d'avoir une augmentation de transfert sans condition. Je pense qu'il y a une question aussi de saine gestion. Je le dis souvent, quand il y a 2 patrons, il n'y a plus de patrons. Donc, je pense que les provinces préfèrent gérer le réseau de la santé. C'est dans leurs compétences. Moi, je pense que, et j'espère que ce front commun-là va durer. Vous m'aviez dit lors de la dernière entrevue, il va y avoir des vrais patrons dans les CHSLD. Oui. Ça, c'est quand, ça? Quand il va y avoir des vrais patrons imputables? Bien, c'est déjà le cas, là. Puis il faut comparer. Actuellement, on a à peu près 200 quelques personnes qui sont infectées dans les CHSLD. On en avait 6 000, 8 000 au printemps. Donc, c'est limité, c'est des exceptions. Les gens portent les masques, portent l'équipement de protection individuelle, puis il y a un patron qui s'assure d'avoir l'inventaire nécessaire d'équipements de protection personnelle, puis s'assurer que les employés portent cet équipement. Donc, c'est fait, là. Monsieur Legault, merci de nous avoir accordé cette entrevue. On va se reparler. Je voulais vous parler d'économie, mais je pense que les personnes âgées, ça valait la peine qu'on s'attarde là-dessus. C'est le prochain combat, puis on ne veut pas l'échapper cette fois-ci. Merci beaucoup, M. Legault. Merci, M. Roy. À bientôt.